Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Page 19. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Virginie Gossard à l'occasion de la parution de son premier roman, Un triangle presque parfait, aux éditions Les Presses littéraires. Un roman dont je vais vous lire un extrait bien sûr, de la page 19. Lila suivit Marie jusqu'à sa voiture. Ce nouvel endroit titillait son imagination, mais les souvenirs de sa soirée désastreuse la tourmentaient encore. Difficile de dire ce dont elle avait envie à cet instant précis. Sans doute voulait-elle découvrir de nouveaux horizons, se faire table rase de son passé. Elle n'imaginait pas alors qu'elle vivait ses derniers instants de réalité rassurante et qu'elle allait bientôt se livrer à l'exploration la plus intrigante et la plus inquiétante qui soit, celle des rêves et des cauchemars qu'elle avait soigneusement cachés dans un coffre bien scellé avant de les jeter au fond de la noire geôle de son esprit. Virginie Gossard, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de lire un extrait de la page 19 de votre roman, Un triangle presque parfait. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée dans ce roman ? Il me semble, oui, que c'est une bonne porte d'entrée, parce que c'est un moment de passage. C'est un seuil, cette page 19, entre un univers réel, rationnel, et un univers justement régi par d'autres lois. Finalement, suite à ce passage, les deux héroïnes vont découvrir justement de nouveaux horizons. Donc il me semble que oui, c'est une très bonne entrée dans le roman. Alors on va voir, vous savez que notre entretien va être scandé par 3 illustrations de Joël Cimarron. Voilà comment il a représenté cet extrait de la page 19. Qui voyez-vous, vous ? Alors je vois le château d'un triangle presque parfait, qui est vraiment très bien. Alors c'est quoi ce château ? Parce que voilà, on ne sait pas encore. C'est un château gothique qui est perdu en pleine nature, une espèce d'aberration architecturale. Et c'est le lieu où vont se rendre Lila et Marie, qui sont donc les deux héroïnes de ce roman. Et lorsqu'elles arrivent face à ce château, elles sont d'abord surprises parce qu'effectivement, ce château n'a pas l'air identique au château traditionnel. Il semble vivant. Sa paroi semble vivante. Et du coup, je trouve que l'illustration est réussie puisque ça a l'air d'être un château pas complètement rectiligne. Oui. Voilà. Alors, il faut revenir un petit peu en avant parce que votre livre commence par une enquête. Enfin, en tout cas, on découvre dans une voiture rouge, et ce n'est pas un détail inutile, on va trouver ce détail tout au long du livre, on retrouve un corps à moitié calciné, consumé d'une étrange façon. C'est le début, ça va être le début d'une enquête. Ensuite, il va y avoir ces deux jeunes filles, Lila et Marie, qui vont accéder à ce château, qui est une sorte de lieu initiatique où ils vont vivre un certain nombre d'aventures. Il y a une quête, il y a une enquête et une quête dans ce livre. Et on aura, la convergence de ces deux histoires qu'à la fin, c'est-à-dire la résolution de ce mystère, ce corps calciné, et l'itinéraire et ce qu'ont fait Lila et Marie. Alors, c'était quoi votre objectif quand vous avez écrit ce livre qui, pour résumer, parce que c'est un peu rapide, serait un livre de vampires ? Oui, alors c'est vrai que voilà, le vampire, c'est effectivement ce qui apparaît au premier chef, mais il y a effectivement 2 intrigues qui se mélangent, comme vous l'avez dit. Il y a d'abord une intrigue policière, avec la découverte de ce corps, et parallèlement à cette intrigue, il y a l'histoire de ces 2 amis qui semblent un peu lassés de leur vie et qui ont envie de découvrir de nouvelles choses. Et leur rencontre avec un vampire, qui donc a le prénom de Vernon, va effectivement leur permettre de découvrir des univers cachés, inconnus, et va leur faire remettre en question un certain nombre de choses. Et d'abord leur amitié. Alors Vernon, c'est déjà une citation littéraire. C'est-à-dire Vernon Sullivan, c'est le pseudonyme de Boris Vian. J'irai cracher sur vos tombes. Et il y a dans ce livre beaucoup de citations littéraires ou de références culturelles. Vous êtes professeur de lettres, mais ça n'avait pas cet objet-là. Ici, vous semblez dire que la culture, en tout cas, ce sont des êtres qui veulent s'élever
au-dessus de la médiocrité et du quotidien, par la littérature, la musique et les arts. C'est un peu ça, leur quête. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est l'idée que l'art est vraiment une porte ouverte, à la fois sur l'inconscient, ce qui explique aussi l'aspect fantastique du texte, et c'est aussi une porte ouverte justement pour s'élever au-dessus du commun des mortels. Et le personnage de Vernon incarne vraiment cette... On va le voir d'ailleurs. Regardez comment il a été figuré par Joël Cimarron. Que voyez-vous? Est-ce qu'il correspond à ce que vous imaginiez de Vernon? C'est incroyable. Il correspond tout à fait à l'image que j'en ai. À la fois cette image d'un dandy esthète très élégant, avec des ascendants normands, vikings, et effectivement... Arienne, presque. Tout à fait, oui. tout à fait. Et en même temps, l'ombre du loup-garou qui rôde derrière lui. Et qui incarne cette animalité, justement, ce retour des pulsions primaires qui est aussi au cœur du personnage. Et là, on en parlait de vampire, et on voit aussi l'évolution de la représentation du vampire. On est de plus en plus vers le vampire dandy, chic, cultivé, séduisant, et qui attire les jeunes filles souvent par la culture et le charme qu'ils irradient, quoi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que cette image du vampire est pas forcément neuve, puisque déjà, dans la littérature, il y a quand même cet aspect de séduction chez le vampire. Mais ce qui me semblait intéressant ici, c'est vraiment d'exploiter aussi le caractère solitaire du vampire, le fait que, justement, dans cette immortalité, il y avait aussi un versant très noir, qui était celui de l'ennui, de la solitude, et finalement de l'absence d'appétit. Quelle soit. C'est ce que traduit son regard dans cette image. Ce regard vide, oui. Ce regard de quelqu'un finalement qui a tout vu, tout connu et qui n'a plus d'appétence, d'envie pour rien. Mais alors qu'est-ce qui fait son charme et pourquoi les jeunes filles s'aident-elles dans cette histoire-là? Est-ce qu'on est dans le mythe romantique? Est-ce qu'il y a quelque chose du romantisme dans cette ouvrage? Il y a un aspect très romantique chez le personnage. À la fois c'est un être insensible, et en même temps, il est effectivement terriblement séduisant et attractif. Ce qui fait effectivement qu'il attire ces deux jeunes filles dans son antre et qu'il les séduit aussi beaucoup par le langage. Oui, beaucoup. Parce que c'est un des aspects du personnage, c'est sa maîtrise du langage. Mais tout dans cet ouvrage, le langage est fondamental. C'est-à-dire, c'est vraiment l'élément de séduction, l'élément de projection vers des valeurs, vers des rêves. Et ça, c'est très important. Je reviens au fait que vous êtes professeur de lettres et je pense que ça n'est pas innocent le fait que vous le soyez. Il y a une idée de la littérature dans cet ouvrage. Bien sûr. Il y a vraiment... je pense que j'ai conçu ce roman comme un exercice de style, d'abord. C'est-à-dire l'idée de présenter un prisme avec des facettes multiples. En fonction de l'endroit par lequel on va regarder, on va voir autre chose. C'est presque une anamorphose littéraire, finalement. C'est-à-dire qu'en fonction de la place, du point de vue qu'on va porter sur le roman, on ne va pas le lire de la même façon. Là, on voit le moment où les deux amis vont sortir du château dans ce qui a été représenté sous la forme d'un carrosse ailé et d'un carrosse rouge, bien sûr, puisqu'il faut sortir. Il y a l'initiation, le contact avec toutes ces émotions est terminé. Et il y a un moment où on sort de ce château et on se pose la question de ce que l'on va faire ensuite. Est-ce que, comme dans ce roman ou comme dans une vision romantique, seul le suicide peut être une solution? C'était un peu l'idée que j'avais, effectivement, l'idée quelle était l'autre issue que la mort. Et en même temps, la mort n'est pas tout à fait la mort dans le roman. C'est-à-dire que la mort est aussi l'ouverture vers autre chose, en tout cas vers un autre univers pour les deux héroïnes. Alors, j'allais presque dire qu'on le voit sur la couverture. Oui. La multiplication des triangles, la reproduction des triangles. Puisque dans la fin de ce livre, on sent bien que l'histoire va se poursuivre. C'est-à-dire l'histoire, elle est même d'ailleurs prise en charge par un groupe de théâtre de jeunes gens. Mais quel est le sujet? Ce sont deux copines qui rencontrent un vampire. Et ils essaient de trouver le moyen moderne de représenter cette histoire universelle. Oui, et puis c'était un moyen pour moi de briser un peu l'illusion romanesque à la fin, c'est-à-dire de montrer un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire comment l'histoire avait été construite. C'était aussi une manière humoristique de le montrer. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs, on voit que ces jeunes gens, qui sont un peu situationnistes d'ailleurs, il y a du Debord. C'est ça, du Bourdieu. Voilà, et puis ils veulent parfaitement se décaler, mais quand même avec un petit peu de Debord, c'est-à-dire qu'ils vont vers les clichés, je veux dire, de la représentation. C'est ce que l'on voit dans la fin. En même temps, ils sont plutôt touchants dans cette fin-là.
Étiez-vous touchante à 19 ans? Et qui étiez-vous à 19 ans? Alors, je ne sais pas si j'étais touchante, mais j'étais déterminée, ça c'est sûr. Là, en fait, je participais à un stage de danse qui était animé par Pascal Couillot, qui est un des danseurs du chorégraphe Reda, parce que j'aime beaucoup la danse. Et oui, ce que je vois, c'est quelqu'un de déterminé, à la fois discret et qui sait exactement où il veut aller. Alors, ça va faire un lien avec vos choix littéraires, puisque vous avez choisi de travailler sur Saint John Perse, qui est la volonté. Oui, c'est ça. Qui incarne la volonté. C'est ça. Vous aviez peut-être pensé un moment aller du côté des vampires, mais c'était un sujet beaucoup traité. Et vous êtes allé vers Saint John Perse. Alors, ça nous intéresse, puisque il est né à la Guadeloupe, il a eu le prix Nobel. Bon. Mais qu'est-ce qui, dans Saint John Perse, aujourd'hui, peut intéresser quelqu'un de 19 ans? Alors en fait, c'est suite à une rencontre, comme souvent dans la vie. J'ai rencontré la directrice de la fondation Saint John Perse, qui était à l'époque Joëlle Garde-Tamine, et qui était une spécialiste de Saint John Perse, et qui m'a donné l'amour de Saint John Perse, et qui m'a décidé à prendre Saint John Perse comme sujet de mémoire de maîtrise. À l'époque. Voilà, on en retrouve quelques traces dans votre roman. Je le rappelle, votre roman, Un triangle presque parfait, Virginie Gossard, aux éditions Les Presses littéraires. Et je vous fais un cadeau où on va aller vers d'autres îles, pas celle de Saint John Perse, on va aller carrément à Tahiti. Les graines de Tahiti et de ces îles bijoux, c'est au vent des îles, c'est Daniel Pardon. C'est un vrai cadeau, hein, prenez-le. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant au-delà de la représentation, c'est que dans ces îles, l'arrivée de l'électricité, curieusement, a permis d'accéder, c'est juste un détail qui peut paraître prosaïque, à ces petites perceuses qui ont permis de remettre en vie l'artisanat du collier. Alors je vais vous faire un deuxième cadeau, un collier musical. Venez avec moi. Jacques Schwarzbart, un saxophoniste guadeloupéen, a lu votre ouvrage, Un triangle presque parfait, et a eu envie de composer une pièce de musique originale qu'il a intitulée Birth of a Monster, la naissance d'un monstre. Je vous laisse écouter la composition musicale de Jacques Schwarzbart. J'entends déjà la complexité. Quelque chose d'à la fois très organique et très éthéré, et qui me semble correspondre très très bien au personnage, et en particulier au personnage de Vernon.